Eh bien, bonsoir à tous et de nouveau ravi de vous accueillir sur Synapse TV. Je suis bien entouré aujourd'hui, vous allez voir, toujours de nos chroniqueurs et chroniqueuses que vous commencez à connaître, mais on va leur rappeler leur nom quand même. Hein. Alix Guérard, qui est consultante, David Rézard, qui est notre bouffée d'oxygène, à chaque fois je ne cesserai de le répéter, Nathalie Feuchet, qui est présente et qui est psychiatre et psychothérapeute, et Emmanuel Bardet, qui est aux ressources humaines, évidemment, dans une grande entreprise. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une chroniqueuse, petite chroniqueuse qui s'est glissée parmi nous, supplémentaire, qui est Delphine Jouenne. Merci Delphine d'être là et de nous accompagner sur toute l'émission. Merci de m'accueillir, merci à tous. Avec un immense plaisir. Alors, de l'autre côté, vous la connaissez, évidemment. Alors d'abord, vous la connaissez, j'imagine, parce que on la voit un peu partout. Elle fait plein de choses. Elle était Océan, je crois, il n'y a pas longtemps. Et elle est donc philosophe, linguiste. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'intéresse aux mots. MOTS, qui peuvent avoir une action sur les mots, MAUX. Et donc, elle a publié un livre dont j'espère que tu pourras nous parler. Avec plaisir. Et elle va nous aider sur cette thématique aujourd'hui qui est complexe. Et j'allais dire que nous connaissons tous, j'espère pas, mais malheureusement c'est répandu, le harcèlement. Le harcèlement moral, sexuel, l'emprise. On a quelqu'un qui va venir nous parler de ça tout à l'heure, justement, de l'emprise liée au harcèlement, qui, évidemment, c'est une réalité qui abîme vraiment violemment les personnes, fragilise les collectifs et interroge sur nos manières de travailler, de diriger, de collaborer. Alors, on va tenter, évidemment, d'y voir un petit peu plus clair. Pour ce faire, on va accueillir Charlotte Estruc tout à l'heure, qui est cofondatrice de Upcare. On en a parlé dans l'émission de la semaine dernière et on va être plus dans le détail aujourd'hui. Laurence Boyer, qui est avocate en droit du travail, qui est déjà parmi nous. Merci Laurence d'avoir traversé Paris pour être là avec nous. Et tout à l'heure, Natacha Geoffrey, qui est autrice et qui viendra nous raconter ce qu'elle a subi. Et c'est assez touchant. Laurence, merci vraiment d'être présente. Et alors, je voudrais commencer par... C'est pour l'aspect juridique qu'on vous a proposé de venir, parce que c'est quand même pas rien. Je rappelle, vous êtes avocate en droit du travail. Comment ça fonctionne ? Quel est déjà, à quel moment, quand un client vient vous voir, vous vous dites, effectivement, il est sous le joug du harcèlement. Comment vous arrivez à diagnostiquer, vous ? Eh bien, d'abord, je vais écouter son récit. Et puis, lors de celui-ci, je vais tâcher d'identifier si nous sommes bien en présence des éléments juridiques qui caractérisent le harcèlement moral. Et là, peut-être, il faut rappeler la définition du harcèlement moral sur le plan juridique. C'est un peu un arbre à trois branches. Donc, il faut des agissements répétés de harcèlement moral. Donc, un acte isolé n'est pas qualifié de harcèlement moral par les tribunaux. Qui soit susceptible de dégrader les conditions de travail et de porter atteinte aux droits du salarié ou à sa dignité ou à sa santé mentale ou à sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel. Oui, alors... C'est un vaste monde. C'est ça. Comment vous faites pour vous y retrouver ? C'est cela. C'est une question de qualification juridique, mais bon, comme je l'ai indiqué, c'est un peu une fusée à 3 étages. Donc on va tâcher d'identifier avec le client des faits précis. Je suppose que vous en parlerez durant toute cette émission. Des brimades, des propos injurieux, des pressions systématiques, des sanctions injustifiées. Enfin, il y a toutes sortes de choses, hélas. Et ces faits suffisent à déclencher, si vous voulez, l'armada juridique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en termes de harcèlement moral, la charge de la preuve est inversée. C'est un peu curieux, c'est-à-dire que la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Alors, je m'explique. En tout cas sur le papier. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. C'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de harcèlement. Il suffit, en théorie, que le salarié présente des faits relativement précis qui caractérisent le harcèlement moral tel que je viens de rappeler la définition. Et c'est alors à l'employeur de démontrer
que les faits qui sont présentés relèvent de faits, ne relèvent pas de harcèlement moral et qu'il s'agit de quelque chose en dehors et de neutre et de justifié, de proportionné, etc. etc. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, c'est quand même avant tout une bataille de preuves. Et donc, bien évidemment, plus on a de preuves en matière de harcèlement moral et plus on a des chances d'aboutir dans une procédure. Très compliqué, parce que vous devez jouer avec plein de leviers. Il y a de la culpabilité, il y a de la honte, d'être victime, de se plaindre. Ça doit être... C'est pas simple le parcours. Non, le parcours est pas simple et surtout qu'on a affaire à des personnalités qui sont entamées, si je puis dire, alors à plus ou moins des degrés plus ou moins forts. Mais donc oui, on a affaire à des personnes fragilisées. Il arrive que des clients se présentent et tout à fait conscience du harcèlement moral qu'ils subissent assez rapidement, mais c'est tout de même assez rare. Et quand ils arrivent dans nos cabinets, ils arrivent déjà quand même dans un état de dégradation assez avancée. Donc il y a toute une reconstruction à faire, mais là, ce n'est pas ma partie. Nous, on est là pour l'accompagnement juridique et une sorte de rectification, c'est important dans le processus de restructuration, de restauration, de reconnaissance du dit harcèlement. Alors c'est intéressant parce que du coup, Emmanuel, tu es un peu au cœur du système quand même en tant qu'RH. Comment ça fonctionne avec le droit, avec les avocats ? Comment l'entreprise se positionne ? Comment l'entreprise se positionne ? Tout simplement en respectant la loi dans la mesure du possible. Et puis quand il y a en effet des sujets, tu l'as dit, sur le harcèlement, je pense qu'avant tout, l'entreprise, c'est j'ai envie de dire, un lieu de prévention, c'est un lieu de vie. Et donc c'est important, oui, le harcèlement existe. Et après, de regarder comment on peut faire en sorte d'ouvrir des espaces de parole, de faire en sorte de le prévenir, quand il arrive de le guérir, d'accompagner les victimes et puis les équipes. Mais oui, c'est un vaste sujet. Le harcèlement, on a parlé là du harcèlement moral, c'est une des formes de harcèlement. Ce qui est important de souligner, je pense, c'est aussi que ce harcèlement, il est, vous l'avez dit, il abîme petit à petit, en fait. Il est insidieux, il est très progressif. Et donc, déjà, pour que la victime se rende compte, en effet, qu'il y a un harcèlement, et puis après, il y a toute il y a la pratique, et puis il y a la théorie de la preuve inversée, et puis après, il y a la pratique. Mais déjà, d'avoir des espaces de soutien, d'appui qui peuvent aussi se faire au sein de l'entreprise. D'accord. Est-ce que, cher maître, quand vous recevez des clients ou clientes, est-ce que vous orientez vers le service médical ? C'est-à-dire, et comment vous marchez de concert avec eux ? Comment ça Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Ça dépend de chaque dossier et de chaque personnalité. Mais je dirais qu'au premier chef, c'est l'alerte RH si elle n'a pas déjà été faite, et c'est souvent le cas. Qu'elle n'ait pas été faite ou qu'elle n'ait pas été faite. C'est ça. Donc voilà, les salariés peuvent être en panique ou il peut arriver aussi que la personne vers laquelle on pourrait se tourner hiérarchiquement se trouve être le harceleur. C'est quand même un cas assez fréquent et qui donc génère une impasse. Mais l'importance d'avoir des systèmes d'écoute, de veille qui ne sont pas seulement le manager. Ouais. Mais à ce niveau, on doit peut-être rappeler que l'employeur a un devoir de sécurité à l'égard de ses salariés. Donc, il a l'obligation de prendre toutes les mesures qu'il peut pour prévenir ou empêcher une situation de harcèlement. Donc, cela signifie que si le salarié signale quelque chose, l'employeur doit immédiatement prendre des mesures. Donc il arrive, et c'est le premier step en quelque sorte, la première chose que l'on peut faire, c'est alerter les ressources humaines, y compris par voie d'avocat, et cela m'arrive régulièrement, et d'écrire au DRH en disant il se passe ci et ça, qu'avez-vous fait, qu'allez-vous faire ? Ça, vous avez le droit de le faire ? Absolument, je fais des mises en demeure. Alors c'est une façon de procéder, il y en a d'autres, mais ça peut être possible si le salarié ne l'a pas fait ou ne se sent pas le courage de le faire. Et on peut parfois, dans ces conditions, aboutir à un résultat positif dans le sens où ça ne va pas déclencher une procédure judiciaire, mais effectivement, ça va ouvrir un dialogue avec l'employeur, et y compris par des mesures de médiation externe ou interne. Nous allons pouvoir convenir avec l'employeur de mesures pour faire cesser le harcèlement. Donc ça peut être des mesures très simples comme séparer les deux salariés, le faire changer de service, bien sûr lui apporter de l'aide de psychologue, etc. Alors c'est intéressant parce qu'on sait, je te poserai la question évidemment après, on sait à quel point le fait d'être victime enferme, c'est-à-dire empêche, il y a de l'angoisse, de l'anxiété évidemment qui va avec tout ça, mais empêche l'expression. Est-ce que les cabinets d'avocats
spécialisés, évidemment, dans ce domaine du monde professionnel. Est-ce que vous faites des consultations juste pour expliquer j'allais dire aux patients, mais aux clients, toutes les mesures, toutes les marches à suivre possibles? Est-ce que vous faites ça? Parce que j'ai l'impression que sinon, ils se disent, oh là là, je vais chez l'avocat, et il va me prendre de l'argent tout de suite, et je vais rentrer dans la procédure. Oui, vous avez raison. Peut-être qu'on manque, nous, de devoirs d'information, hein, mais quand on reçoit les clients, on leur explique, mais ça veut dire qu'ils ont déjà franchi notre porte. Ouais. Donc, il n'y a pas moyen de se renseigner autrement qu'en franchissant la porte. Oui, alors il y a des consultations gratuites, il y a des opérations de communication qui sont faites avec... Bon, alors je parle pour la mairie de Paris, mais il y en a partout en France. Ça dure 2 semaines et on peut téléphoner, avoir des conseils gratuitement et ensuite être redirigé. Mais de mettre tous les accès. Oui, absolument. Mais je dirais que dans l'entreprise, c'est quand même aussi le rôle de l'employeur d'informer aussi ses salariés. Il y a les représentants du personnel aussi qui ont une mission à cet égard, et puis le CHSCT, etc. Donc en principe, le salarié doit disposer des informations en interne dans l'entreprise. Nathalie? Oui, le problème, c'est que les personnes sont souvent dans un état d'abattement qui ne leur permet plus d'agir et que les choses sont souvent un peu insidieuses aussi. Il n'y a pas forcément des témoins. Donc, est-ce que je vais être cru? Le temps qu'on... Souvent, on a des personnalités un peu perfectionnistes qui sont là depuis longtemps, qui sont... Et alors... Mais je vais y arriver quand même, et je vais finir par le convaincre, je vais faire mieux, ils se remettent en cause, enfin voilà. Et on arrive vraiment dans un système d'épuisement et d'abattement où on n'a plus l'énergie pour se mobiliser ou demander de l'aide. Tu veux intervenir, Delphine? Parfois, en fait, finalement, c'est des mots qui peuvent paraître anodins, mais qui sont justement dans ce symptôme de répétition. Ça peut être aussi une syntaxe, une façon de s'exprimer qui, finalement, petit à petit, ajoute à l'anxiété qui est générée chez le collaborateur et il ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, donc c'est souvent sur la durée et le fait d'aller voir un avocat le replonge aussi dans cette recherche parce qu'en fait derrière il va quand même falloir justifier d'éléments tangibles pour pouvoir monter le dossier et ça va nécessiter de faire une recherche de ces emails ou de preuves écrites et parfois c'est très compliqué aussi d'avoir la force de se replonger dans ce travail de recherche. Bien sûr. Laurence, pour finir, parce que je sais que vous avez une actualité importante, on va vous laisser partir, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est quoi? Pour rendre plus accessibles tous ces professionnels que vous êtes, qu'est-ce qui manque? Une communication plus vaste? Parce que c'est un problème majeur, le harcèlement. Absolument. Peut-être, je sais pas, l'idée me vient comme ça. Lors de la conclusion du contrat de travail, on pourrait peut-être imaginer soit qu'il y ait directement des clauses dans le contrat qui en parlent, soit d'associer des documents. Alors peut-être certaines entreprises le font déjà, mais dès la conclusion du contrat de travail, comme on peut avoir accès à la convention collective ou d'autres choses comme ça, d'avoir une notice qui explique ce qu'est le harcèlement moral, et de rendre donc cette chose obligatoire avec la remise du contrat de travail, ce serait efficace. Vous faites une différence entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, j'ai l'impression. Oui, absolument, je fais une différence. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle que de harcèlement moral. Non, mais il y en a une évidemment, la question ne se pose pas. Mais dans la prise en charge, c'est pas la même chose. Disons qu'il y a plus souvent du harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, c'est quand même déjà plus rare. On en rencontre moins et c'est heureux. Il y a parfois les deux. Ou c'est moins évoqué peut-être. Mais c'est peut-être moins évoqué. C'est moins évoqué. Oui, c'est moins évoqué. Attends, j'ai peut-être une question naïve, mais on ne parle pas du tout de cyberharcèlement là-dedans? Alors si, c'est compris dans le harcèlement moral, mais dans les faits, on a plus souvent, dans le monde du travail, en tout cas en tant qu'avocat, on rencontre plus souvent des cas de harcèlement moral que des cas de harcèlement sexuel. D'accord. Ok. Laurence, merci mille fois d'être venue. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Merci encore. Merci. On va accueillir Charlotte dans quelques secondes qui va nous retrouver. Merci Charlotte. Bonjour, merci à vous. Merci beaucoup d'être là. Charlotte Astruc, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure,
cofondatrice d'Upcare. Nous avons évoqué cela la semaine dernière dans l'émission avec Natacha. Vous vous souvenez, Je danse. J'espère qu'elle a trouvé un local entre-temps. Upcare, j'avais évoqué le fait que c'était une association. En fait, pas du tout. C'est une start-up innovante. Et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, cher. Alors merci. Donc, effectivement, Upcare, c'est une entreprise, c'est un organisme de formation. Nous formons tant les professionnels de santé de première ligne, dentistes, médecins généralistes, pharmaciens, ceux qu'on va voir tous les jours, que le grand public, via les entreprises et les écoles, à la santé mentale. Notre objectif, c'est de détecter, sensibiliser à grande échelle pour que tout le monde puisse, à son niveau, agir pour la prise en charge de la santé mentale en France. C'est vaste. C'est très vaste, c'est une belle mission et Alix? Moi, ma première question, c'est pourquoi tu as créé Upcare, enfin, comment ça s'est venu comme idée? Alors j'ai toujours été attirée par le sujet de la santé mentale parce que j'ai toujours été concernée. Mon père est médecin généraliste. Il a eu énormément de patients avec des troubles psychiques et il avait du mal à les prendre en charge à son échelle, à son niveau. Et donc ça a toujours été un sujet qui m'a touchée, la santé en général. Et de par mes expériences professionnelles, notamment en conseil et dans des entreprises exigeantes, je me suis rendu compte que la parole n'était pas toujours écoutée et que ça amenait à des situations assez graves. J'ai été témoin d'un burn-out d'un de mes collègues qui a été un peu l'élément déclencheur, on va dire, car il avait consulté des médecins. Mais en fait, personne n'avait détecté ces signaux d'alerte qui étaient pourtant, maintenant que je les connais, plutôt évidents. Et on lui avait plutôt proposé en fait, de prendre des vitamines, par exemple, ce qui en fait m'a fait rendre compte de l'urgence de la situation et m'a donné envie d'agir. Et donc récemment, vous avez établi un partenariat pour en revenir au harcèlement. C'est aussi pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Donc c'est Safe Hub. Donc, si j'ai bien compris, c'est un bouton d'alerte qu'on mettrait dans les établissements scolaires. Ce serait, comme finalement la mission d'Upcare, un premier pied à l'étrier pour s'exprimer sur un mal-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est ça. Alors, au-delà de la formation, on met des mots sur la santé mentale, les troubles psychiques. On a décidé d'agir et on a rencontré la start-up Safe Hub qui a déjà mis en place un bouton d'alerte pour détecter, pour signaler surtout, le harcèlement et les agressions lors des événements des universités, des écoles. Et en fait, avec eux, on a décidé en fait de généraliser ce bouton d'alerte pour qu'il soit accessible tous les jours dans tous les campus de France. Et on y a ajouté une couche de santé mentale pour permettre en fait aussi d'alerter sur des troubles psychiques potentiels. Et au-delà de ça, on a même mis un quiz en place avec eux pour que les étudiants puissent évaluer à quel point ils souffrent psychiquement et donc agir et appuyer sur ce bouton d'alerte pour être aidé directement. Alors ça c'est passionnant. Quand on dit que les jeunes font rien, voilà, c'est tout, c'est fait. Comment ça marche? Parce qu'avec un bouton, je sauve ma vie. Alors, en fait. Concrètement, c'est un bouton. c'est très simple d'accès. En fait, on met un peu des affiches partout dans l'établissement pour que les personnes puissent être informées. Et en fait, quand on sent un peu moins bien que d'habitude, on scanne ce bouton, on remplit un quiz. Et si on se rend compte qu'il y a un problème, on va vous le dire. Et vous appuyez sur le bouton. Et à ce moment-là, des référents qu'on aura formés au préalable en santé mentale au sein de l'établissement vont discuter avec vous via un chat et puis même pouvoir vous rencontrer pour mettre en place des solutions pour vous aider à résoudre ce problème et à mettre une prise en charge sur votre problématique psychique. C'est génial. Un petit bouton pour un grand enjeu finalement, un gros potentiel d'impact. C'est ça. En fait, on s'est dit qu'au-delà des formations, c'était important d'agir. Mais alors, c'est juste une question, parce que j'imagine qu'elle te brûle les lèvres, mais c'est pour les écoles, c'est ça? Aujourd'hui, c'est pour les écoles. Et les entreprises? Et on compte le faire en entreprise, effectivement. On a commencé avec les écoles parce qu'on se rend compte qu'il faut aussi commencer avec une cible très précise pour pouvoir agir efficacement. Mais effectivement, on compte aller sur les entreprises parce que, comme vous en parliez un peu plus tôt, l'harcèlement moral en entreprise, l'harcèlement sexuel, c'est quelque chose de très fréquent, malheureusement. Et donc, on souhaite aussi aider les salariés. Et ça va être mis en place sous quel délai? Alors, cette semaine, le produit sera terminé et on pourra le commercialiser dès le mois prochain. On est déjà en discussion avec certains campus pour le faire et c'est en bonne voie parce qu'effectivement, il y a un besoin et on y répond plutôt facilement avec ce bouton qui est finalement en fait permet de sensibiliser via l'utilisation d'un bouton innovant qui parle plutôt aux jeunes, on va dire. Donc, rapidement, pour refaire l'histoire, on scanne, c'est ça?
Il y a un QR code, c'est ça? C'est une espèce de QR code. Donc, apparaît un quiz. Exactement. C'est ça? Et donc Oui. là, on est déjà sur une application, c'est ça? On est déjà sur une. Alors, on peut l'utiliser en ligne ou via une D'accord, application. L'objectif, ok. c'est que tout le monde puisse télécharger l'application parce que, en fait, avec SafeHub, cette fonctionnalité s'appelle SafeCare, mais avec SafeHub, plus globalement, on peut alerter aussi d'une agression ou d'un cas de harcèlement qu'on voit aussi chez d'autres élèves. Donc, c'est important de télécharger l'application pour utiliser toutes les fonctionnalités. D'accord. Mais nous, notre partenariat, effectivement, il porte sur SafeCare qui va permettre d'évaluer notre situation et ensuite d'être pris en charge directement. D'accord. Et alors derrière, qui évalue? En fait, c'est via le quiz. C'est un quiz qui est appuyé, c'est un quiz en fait scientifiquement prouvé par notre comité scientifique de psychiatres. Et en fait, ce quiz-là permet d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 la souffrance de la personne. Alors, c'est plutôt simplifié, mais l'idée, c'est qu'il puisse tout de suite être en action et ensuite avoir des ressources recommandées et surtout pouvoir communiquer avec quelqu'un par la suite après avoir qualifié son trouble. C'est scientifiquement étudié Exactement, c'est par important. des psychiatres qui sont des scientifiques, n'est-ce pas? C'est ça. On est d'accord Des là-dessus. mots-clés, des choses comme ça qui permettent de Exactement. En déclencher. fait, il existe beaucoup en psychiatrie, mais ça, je vous laisserai confirmer, des questionnaires plutôt tout à simples, fait. notamment pour la dépression postpartum, pour la dépression, les troubles anxieux, pour permettre de les évaluer. Donc, c'est ce type de questionnaire-là. Voilà, on peut avoir des auto-questionnaires, effectivement, C'est qui ça. nous permettent de distinguer dépression, Une anxiété. auto-évaluation? Oui, des auto-évaluations. C'est précis, il n'y a pas une peur à l'arrivée? Si je me retrouve seul avec le diagnostic, non, mais je plaisante pas. C'est oula, je suis reçu à l'examen, qu'est-ce que j'en fais? En même temps, quand on commence à remplir ce type de questionnaire, c'est que probablement on a envie d'avoir une réponse Oui, aussi. on se pose la question, Voilà. déjà. Donc, Ouais. comme souvent, la réponse est dans la question. C'est ça, merci Freud. Bienvenue, pas de souci Nathalie, il n'y a pas de problème. Et peut-être pourquoi avoir choisi comme première cible, en tout cas les jeunes? C'est plus difficile d'en parler à cet âge-là. Est-ce que ça cible plutôt les très jeunes, les ados, les jeunes adultes? Alors, ça cible tous les jeunes, c'est-à-dire on va agir de la primaire à l'université finalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes, aujourd'hui, la libération de la parole, on la voit bien chez les jeunes, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de la santé mentale, en fait, chez la jeunesse. Par contre, les adultes ne sont pas formés pour recevoir cette parole. Et nous, on considère que dans les écoles, la problématique réside aussi là-dedans. Et donc, au départ, l'idée de Hubcare, c'était de former des référents dans les écoles. Mais on s'est dit, ces référents-là, il faut aussi qu'ils puissent être signalé, enfin être alerté quand une personne souffre, d'où ce bouton qui va permettre en fait de faire le lien entre ces étudiants qui souffrent et qui sont prêts à parler et les référents qu'on a formés en face. D'accord, je t'en prie. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte de plus en plus que les jeunes ont recours à l'IA pour poser des questions sur leur santé mentale en décrivant leurs symptômes, avec justement un cadre qui n'est pas du tout médicalisé ou au moins sécurisé, ce qui amène parfois à des gestes un peu malheureux. Là, au moins, avec cette application, ça permettra aussi d'encadrer sa santé mentale dans un dispositif d'accompagnement. Complètement. Alors, qui sont les personnes qui accompagnent? Parce que nous, on est tous un peu saturés. Et comment pensez-vous répondre concrètement à l'ampleur du problème. Oui, voilà. À la déferlante, en fait. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans la formation, au départ des professionnels de santé de première ligne, pour aussi permettre de soulager les psychiatres qui recevaient énormément de demandes, et au-delà de ça même d'éviter les retards diagnostiques, parce que parfois c'est très dur d'obtenir un rendez-vous avec un psychiatre à court terme. Donc l'idée, c'est, nous on s'est toujours dit, notre mentalité chez Hubcare, c'est de se dire on va former le plus de personnes pour qu'en fait chacun à son échelle puisse aider l'autre. Donc en fait on forme même les élèves pour qu'ils puissent aider les autres élèves, détecter les troubles et ensuite envoyer à la bonne personne. Et c'est ce qu'on fait avec SafeCare, c'est qu'on va former des référents qui vont être parfois des enseignants, parfois des directeurs d'établissement, parfois en fait dans l'équipe administrative. Et c'est ces personnes-là qui vont permettre de prendre le relais le temps que le dispositif puisse se mettre en place pour l'étudiant. Et peut-être filtrer un peu les choses, parce qu'on peut avoir des moments de détresse, etc., qui ne sont pas forcément pathologiques. On n'est pas tous linéaires en permanence. Donc peut-être que c'est aussi une manière d'accompagner des moments un peu délicats de la vie, qui sont des moments normaux, et puis de sélectionner finalement les demandes de soins qui justifient des soins plus spécifiques. C'est ça, parce qu'en fait, on va proposer des ressources. Et parmi ces ressources, il y a les associations de patients, les lignes d'écoute, qui peuvent être parfois suffisantes pour certaines problématiques qui sont ponctuelles. Et l'objectif, c'est justement pas de saturer les médecins, mais de les aider et de les soulager. Voilà. Alors, avant de clôturer, Alice, j'ai juste une question. Ça devrait être reconnu d'utilité publique, ce truc-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, je ne sais pas comment vous êtes financé, comment ça marche. Ça doit être difficile, ça doit être complexe à mettre en place. Mais
Alors, pas vraiment. On Non, est financé d'accord. parce qu'en fait, on est, en tout cas pour les professionnels de santé, on est certifié ANDPC, donc D'accord. développement professionnel continu. D'accord. Donc on a un comité scientifique qui valide la qualité de nos formations et grâce à cette certification, les professionnels de santé sont indemnisés et financés à 100%. Donc ils ne payent pas, en tout cas de leur poche, ces formations, et ce qui permet aussi de leur ouvrir l'esprit sur ces sujets-là et de les former plus facilement. D'accord. Bon, Petite question. Imaginons, on va partir dans l'imaginaire total. Je suis jeune, je suis à l'université et donc je me sens un peu moins bien. J'utilise cette application. Finalement, cette application ne détecte pas de symptômes particuliers me concernant, donc je continue, je poursuis ma vie et je rechute, mais plus durement. Et là, on se rend comment on fait pour réutiliser une deuxième fois? Parce qu'en fait, moi, je vois bien l'utilisation de la première fois, mais comment sont conservées les données? Est-ce qu'il y a finalement presque un suivi? Parce que, on ne va pas faire 2 fois le même questionnaire. Si on l'a déjà fait une fois, comment on suit finalement son profil psychologique avec cette application? Alors l'objectif de l'application, c'est pas d'avoir un suivi, c'est vraiment d'aider ponctuellement l'étudiant. Donc il peut le faire à plusieurs reprises en fait, il peut à chacun moment, peut-être si ses réponses changent, ça vaudra le coup et il aura des ressources différentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il répondra au questionnaire, sa liste de ressources pourra augmenter par exemple, et donc il aura toujours des ressources auxquelles avoir accès, mais si un jour ça va plus mal qu'un autre, il pourra accéder au chat avec le référent pour discuter. L'objectif c'est pas en fait d'avoir un suivi et de remplacer un médecin, mais c'est vraiment d'avoir une aide ponctuelle et de savoir qu'on peut compter sur ce bouton si on va pas bien. C'est passionnant. Avant de te laisser finir, c'est marrant parce que j'avais quand j'étais jeune, je parle pas de moi d'habitude, mais bon, j'avais des rêves, il y en a un qui se réalise. L'autre, c'était d'enseigner la psychologie, pas moi, mais que la psychologie soit enseignée à l'école. En réalité, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps si on savait tous comment l'humain fonctionnait. Avant de nous apprendre l'histoire de l'homme, nous apprendre l'homme serait pas mal. Eh ben, on n'est pas loin, quand même, puisque vous êtes en train de former de plus en plus de personnes à ça, et c'est peut-être une porte d'entrée. Pourquoi pas, si un jour le ministre nous écoute. Lequel? De l'enseignement. Non, mais peut-être celui ou celle qui restera. Ministre de l'enseignement, de mettre la En tout cas, moi, psychologie. je suis convaincu que commencer dans les écoles, c'est très bien, parce que vous allez voir que vos jeunes vont presque intégrer ça dans leur vie Mais bien quotidienne, sûr, ils vont vouloir bien se sûr. trouver en C'est entreprise. génial. Et il n'y aura même pas besoin d'aller démarcher les entreprises, c'est elles qui vont venir vers Mais vous. oui. Alix, je te laisse finir avant. Que c'est très complémentaire. On retrouve la formation des professionnels et puis en fait vous avez fait un lien logique de finalement aller aussi former ces jeunes, former les jeunes mais aussi les aider. Qu'on soit bien d'accord, c'est gratuit Bien et sûr. anonyme au début. C'est gratuit, anonyme, et si on souhaite activer le bouton d'alerte, on peut avoir un chat anonyme avec le référent et à tout moment, effectivement, lui donner son nom, son prénom pour pouvoir échanger. Mais effectivement, c'est anonyme au départ pour justement pas faire peur aux étudiants. Bon, Charlotte, merci beaucoup. Quand ça fonctionne, puisque c'est incessamment sous peu, vous venez nous le présenter quand même. Avec plaisir. En live, hein. Ok, Après une génial. démo. Merci beaucoup d'être Merci venu. à vous, merci. À très bientôt, Charlotte, à très bientôt. Cher Emmanuel, je crois que tu as des choses à nous dire. Oui, des choses qu'on a déjà commencé à partager sur ce sujet. Mais on l'a vu, le harcèlement, donc il prend plusieurs formes. Il y a le fameux harcèlement moral qui est la forme la plus répandue. On a parlé du harcèlement sexuel, alors qui est moins répandu, mais finalement ce harcèlement sexuel, c'est une forme parmi d'autres des violences sexistes et sexuelles. Et on avait eu sur ce plateau la chance d'avoir Anne-Claire Bredman, qui est une spécialiste du sujet des violences sexistes et sexuelles, sur notre émission spéciale dédiée à la santé mentale au féminin. Donc voilà, même si ce harcèlement sexuel est moins répandu, je pense que ça vaut aussi le coup d'en parler dans le cadre de ces violences. Donc j'invite nos spectateurs à regarder cette émission. Donc plein de formes de harcèlement. Ce qui est important pour moi, c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on fait et que peut faire l'entreprise, que peut faire le monde du travail. Alors certes, il y a la sanction, mais déjà avant d'arriver là, il y a pas mal de choses à faire. On a vu avec l'avocate qui était avec nous sur le plateau plusieurs idées. La première déjà, c'est de poser un cadre clair. Là, on parlait peut-être de sujets, d'annexes à l'avenant du travail. Moi, il y a quelque chose auquel je crois, c'est la charte ou le code de conduite. À la limite, peu importe le nom, c'est de se dire qu'on a un document de référence dans lequel on va écrire noir sur blanc que certains comportements ne sont pas acceptables. Ça, c'est important de l'avoir, c'est important que ce soit connu et en effet que ce soit à la main des personnes, des salariés de l'entreprise pour savoir que, regardez, ça, on l'a écrit, ça se fait pas. Et c'est signé.
Et c'est signé, exactement. Des deux côtés, parce que c'est aussi un engagement de part et moral d'autre. de part et Voilà, d'autre. tout à fait. C'est signé, c'est partagé, c'est su et à la main de tout le monde. Un autre élément important, et ça j'en parle souvent dans la responsabilité de l'entreprise, c'est de former en fait, d'accompagner. On sait que apprendre à repérer les signaux faibles, développer une culture d'écoute, savoir réagir aussi quand une limite est franchie, parce que c'est pas inné, c'est pas évident hein, quand il y a un propos déplacé, savoir réagir, savoir quoi dire, quoi faire. Mais tout ça, ça s'apprend, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc voilà, la prévention, l'information, la sensibilisation sur ce sujet comme sur d'autres, ça fait partie aussi des clés qui sont à la main de l'entreprise. L'exemplarité, on en parlait, donc oui, il faut signer en effet le code de conduite, il faut signer la charte, et puis se rappeler que pour les managers, pour les dirigeants, en fait, c'est eux qui donnent le ton. Donc en effet, quand il y a un propos désagréable, déplacé, quand il y a une mauvaise blague, mauvaise blague, quand il y a un propos, une remarque sexiste, en fait c'est important que, et c'est plus facile pour eux, pour les dirigeants, pour les managers, d'intervenir et ça permettra ensuite justement aux victimes, quand elles ont un degré peut-être hiérarchique moins élevé, de savoir aussi qu'elles peuvent réagir, que la parole est libérée. Et ça c'est un autre point super important, c'est libérer la parole, oser parler. Se dire que des victimes qui se taisent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont isolées, il faut qu'on arrive justement dans l'entreprise à montrer qu'on a une culture de safe place, en bon français, un environnement psychologique dans lequel en fait on se sent autorisé à parler. Et pour ça, il peut y avoir des lignes d'écoute, des cellules de soutien, à la limite peu importe là aussi le canal, peu importe le nom de notre code de conduite, là, peu importe le canal, l'essentiel c'est de créer ces moyens de parler en étant protégé, éventuellement avec de l'anonymat, mais en tout cas de pouvoir parler, c'est finalement le meilleur moyen ensuite de pouvoir être aidé. Et puis, si les faits sont établis, alors évidemment il faut sanctionner, mais il ne faut pas se limiter, ce serait le piège, de se limiter en fait à sanctionner le harceleur. Il faut évidemment aussi accompagner la victime, réparer et accompagner aussi le collectif. Alors, comme disait tout à l'heure notre chère avocate, ça c'est sur le papier. Maintenant, je voudrais savoir ce qui se passe en live. Et pour ce faire, je vous propose d'accueillir Natacha, qui, elle, a été victime de harcèlement et qui va venir nous en dire plus. Natacha Elisabeth Geoffrey, j'ai cru lire sur la dernière page que vous étiez autrice, alors évidemment je vais en parler, sans me substituer à Augustin Trapenard, j'ai pas du tout cette ambition, enfin là quand même, ça vaut le coup d'y aller. Mais vous ne faites pas que ça, je crois. Non, je suis architecte intérieur de formation. C'est ça. Et donc j'ai repris mes études en psychosexologie à l'école de psychosexologie de Paris. Récemment, donc suite au harcèlement justement, pour faire autre chose. Et ça m'a permis de finir l'écriture du livre. Alors le livre, ouais. Itinéraire d'une ex-naïve. Oui. Alors ça, je trouve que ce titre il est quand même génial. Alors les éditions, je ne sais pas comment... C'est auto-édité. C'est à compte d'auteur, on appelle ça, je crois. Exactement. Donc, ok. Alors, je l'ai lu, évidemment, je l'ai lu, une fois de plus, sans substituer à qui que ce soit, mais il est passionnant. Donc, je ne le raconte pas. Achetez-le, vraiment passionnant. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait, avant que vous fassiez psycho, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé longtemps dans une entreprise. C'est ce qui m'a amené en fait à du harcèlement. Alors, le harcèlement, il s'est installé de manière assez insidieuse, progressive. J'ai eu du mal à le nommer au départ parce qu'en fait, on est toujours en développement de la performance en fait, et on en demande toujours plus, et ça a été quelque chose pour moi qui a été assez violent, pas sur l'immédiateté, mais sur vraiment la progression, et ce qui m'est arrivé, ça a été, ça m'a conduit à une tentative de suicide en fait, en 2022. Donc ça a été très ravageur. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai fait un premier burn-out, un bore-out après. Et j'ai eu du mal à remonter la pente. Et c'est toute la difficulté des choses. Mais
ce qui était le plus délicat, ce qui était le plus difficile, c'était de l'identifier. C'était de se dire, oui, je suis victime, en fait, je subis ça, mais comment effectivement le prouver, parce qu'il n'y a rien, en fait, ça se fait, on vous enferme dans une pièce à huis clos, on vous dit que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, que voilà, il y a beaucoup de choses. Et la difficulté, c'est que on peut vous mettre sur un piédestal autant qu'on peut vous mettre plus bas que terre. Et c'est le chaud-froid, c'est ça? C'est le chaud-froid. Et c'est, par exemple, ce que j'écris dans le livre, c'est le charmeur de serpent. C'est vraiment maintenir cette distance suffisamment pour qu'on puisse se dire « Non, ça va, j'ai pas besoin d'être en alerte ». Et en fait, votre cerveau, il devient complètement... Il se met en hypervigilance à un moment parce que y a trop de cortisol, d'adrénaline et en fait, vous savez plus en fait, ce qui est vrai. Que vous soyez complètement envahi par... et que vous êtes submergé en fait par le problème. Et oui. Est-ce que, à ce moment-là, parce que ça remonte à quand, cette période? Ça remonte à 2018. D'accord, donc il y a quelques années. Oui. Vous êtes entouré. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec votre entourage de ça? Comment? Alors non, c'est ça la difficulté. Ouais. C'est-à-dire que déjà on commence par se tourner vers nos référents, donc ressources humaines, médecine du travail. Vous pouvez y aller, hein. Il voilà. est là, et, allez-y. Et du coup, c'était... oui, c'est... ça serait super que dans un monde idéal, on puisse se tourner en toute confiance vers ces personnes-là. Malheureusement, souvent, c'est pas si simple. On nous dit que c'est tout ce qui se passe ici reste là, alors que c'est pas le cas. C'est toute la difficulté. Pareil pour la médecine du travail. Moi, on m'a clairement demandé de me taire. Parce que On vous a demandé de vous taire? Ah oui, on m'a demandé de me taire. J'arrivais dans les bureaux, plus personne me parlait, on me donnait plus de mission, on me traitait d'anorexique parce qu'en fait j'avais perdu 10 kilos en l'espace de 3 semaines. Mais à cause de ça. Oui. À cause du harcèlement, bien sûr. À cause du harcèlement. Donc ça, c'était la période du burn-out. Donc quand j'ai été aussi harcelée pendant que j'étais en arrêt. Donc là, ça n'arrêtait pas. Et j'ai dû revenir sur site 3 mois plus tard. Donc j'étais pas complètement guérie. Au bout de 3 mois, c'est très tôt. Mais on vous fait croire que vous êtes indispensable, que vous allez, on va dire, sauver les projets, etc. Et donc j'y ai cru. Donc c'est à cause de vous que ça tourne plus, il faut revenir. Voilà, c'est à cause de moi que ça tourne plus. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, ça a été le bore-out. Donc mise au placard. Donc là, j'ouvrais les cartons. Et je ne servais à rien et je n'avais pas de mission et je n'avais plus rien, plus d'identité. Mais là, à ce moment-là, je m'excuse, hein, je suis obligé, oui, parce que après je voulais... Mais c'est passionnant, malheureusement. Là, vous n'allez pas voir un avocat, enfin, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure Non, parce que pour moi, l'avocat de l'entreprise, c'est les ressources humaines, c'est la médecine du travail. Et ce sont eux qui sont à même de me défendre à ce moment-là. Ça, c'est ce que vous pensez? Ça, c'est ce que je pense. C'est légitime d'ailleurs, c'est légitime. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait aucun autre relais, je pense aux représentants du personnel aussi. Je ne savais pas exactement comment faire pour les contacter. Quels étaient leurs liens Quel levier activer C'est ça, quel levier activer et à qui je pouvais faire confiance surtout. Parce que c'était tellement... je me suis fait agresser aussi physiquement. Il y a eu une fois où je me suis fait agresser physiquement. Donc ça, j'en ai parlé. Et on m'a prise à part à la fin d'une réunion en me disant ça se passe ici comme ça. Donc, comme ça ici, pardon. Donc voilà, il faut que tu t'y fasses. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc pendant des années, moi j'ai redoublé d'efforts comme on en parlait. En fait, je suis assez perfectionniste et un peu hypersensible. Et quand on est dans des métiers passion, on a envie d'en donner toujours plus. Et on essaye d'être à la hauteur. Mais on ne sera jamais à la hauteur. Parce qu'en fait, la tâche est irréalisable. On ne sera jamais... Moi j'ai une question, Natacha. Quand vous dites on me disait, c'est un ensemble de personnes ou c'est une personne bien précise? Et puis comment se comportaient vos collègues vis-à-vis de vous? C'était des personnes spécifiquement, mais je pense qu'il y a un relais. En fait, dans la hiérarchie d'une entreprise, il y a vraiment, on va dire, les têtes d'affiche, comme sur un film, et il y a ceux qui suivent derrière.
D'accord, il y a les investigateurs et puis ensuite toute la cour qui suit. Il y a ceux qui suivent, un petit peu comme... je parle aussi de l'expérience de Milgram dans mon livre, dans les années 60, où là, il y a cette autorité et cette pression sociale qui vient. Et les gens ne sont pas foncièrement mauvais, mais comme ils n'ont pas envie non plus de sauter ou de se positionner, de réagir. De se positionner, parce que se positionner, c'est se mettre en opposition. Et tout de suite, en fait, là, c'est là que ça devient compliqué. Donc les collègues laissaient faire. Ah oui, ils cautionnaient ce qui... Oui. Ils laissaient faire, ils subissaient aussi, pour certains. Et voilà, Donc là, on est dans le cas que tu citais tout à l'heure, c'est une victime complètement fragilisée qui est... On n'a pas besoin d'être hypersensible pour ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mécanisme qui est redoutable. Bien sûr. Voilà, et ces injonctions paradoxales permanentes qui rendent fou. Complètement. Et qui détruisent, c'est-à-dire qu'on ne sait plus penser. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui est faux, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. On devient un automate, en fait. On n'est plus là pour réfléchir, on n'arrive plus à agir. Et je pense que, malheureusement, on peut arriver à un geste... c'est ce que je voulais évoquer, jusqu'à une tentative de suicide. Malheureux, une tentative de suicide, parce que, en fait, toute la violence qu'on reçoit, je pense qu'à un moment donné, on l'intériorise tellement qu'elle se développe en nous, quoi. Et qu'on a besoin, en fait, d'extérioriser et qu'il se passe quelque chose, qui a une vraie rupture. Un électrochoc. Un électrochoc, exactement. Et ça m'a... Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous décrivez, c'est qu'est-ce qu'on ressent dans son corps. C'est-à-dire que c'est une atteinte qui n'est pas simplement une atteinte morale dans la tête ou psychique. C'est vraiment, il y a un vécu corporel qui est extrêmement puissant. Qui est extrêmement puissant. Et on parle souvent de psychosomatisme aussi. Et alors là, c'est partout. Moi, j'avais le dos qui se bloquait constamment. J'étais... après des réunions, il pouvait m'arriver de vomir. Enfin, c'était vraiment... ça se manifestait très très fortement. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être hypersensible. Comme j'entendais, les personnes fragiles, en tout cas pas fragiles, fragilisées, parce qu'on peut être... Enfin, on ne sait pas parce qu'on est fragile ou qu'on est intelligent, indépendant, etc., qu'on ne peut pas être touché par le harcèlement. Tout le monde peut être touché par le harcèlement. Et il faut juste en parler. Et voilà, il faut ouvrir la parole. Moi j'ai une question, vous n'aviez plus donc de soutien intra-entreprise, mais quand dans votre vie sociale, et d'ailleurs je ne sais pas ce qu'était votre vie sociale à l'époque, mais quand vous échangez, vous alliez boire un verre avec des amis, il n'y avait pas cette question qui pouvait être alors toi comment ça se passe au travail ou qu'est-ce que tu fais en ce moment, ou vous arriviez à le verbaliser, vous mentiez, enfin dites-nous. Alors non, alors ça a été le plus difficile parce qu'en fait moi je ne suis pas parisienne, je suis née à Orléans, je suis venue à Paris pour le travail. Donc quand ça s'est passé, je n'avais pas forcément d'amis à qui en parler. Donc je suis arrivée dans l'entreprise et c'est dans l'entreprise que j'ai rencontré les personnes que je connais et qui sont devenues par la suite mes amis. Mais sur le moment, on se méfie de tout le monde, etc. Donc on n'ose pas en parler. Donc là, c'était encore plus double sanction. Ma famille n'est pas proche non plus, donc c'était et aussi on a souvent la pression aussi sociale de son entourage, c'est-à-dire tu as un métier, tu es en bonne santé, reste dans l'entreprise, non c'est dommage, et puis tu gagnes bien ta vie, etc. Et ça, c'est très difficile parce qu'on se dit faut que je redouble d'efforts, c'est de ma faute. Et voilà, c'est la culpabilité, donc il y a une mise à distance, il y a de la culpabilité et on ne sait plus comment s'en sortir. Donc ça a été un vrai choc pour moi, mais ce qui m'a sorti en fait de cette emprise finalement, ça a été le silence, ça a été le ghosting professionnel dans ce cas-là. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, il faut vraiment que je me sauve. C'est pour ma survie, c'est pas pour autre chose. Tant pis ce qu'on pourrait penser, c'est pas grave.
mais il faut que je me sauve. Et malheureusement, à un moment donné, vous vous retrouvez face à vous-même et vous vous dites qu'est-ce que j'ai ? Quand vous avez tout donné à une entreprise et que vous êtes passionné en plus par ce que vous faites, ça fait bizarre. Et voilà, c'est l'électrochoc que j'ai eu. Ouais. Natacha, vous restez avec nous ? Oui. Merci. Juste une petite question, parce que je voudrais écouter Delphine qui a préparé, puis alors en philosophie, ça doit être intéressant. Du coup, comme il n'y a pas de maison d'édition, comment on fait pour se le procurer ? Il est en vente en ligne, il est à la Fnac, Cultura, en ligne. Le titre et on y va. Le titre et vous l'avez, oui. Itinéraire d'une ex-naïve, à utiliser sans modération. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que finalement, c'est cette notion aussi le caractère insidieux, c'est-à-dire que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, parfois c'est un email, c'est une ponctuation. Alors, comme c'était la première fois que je venais sur le plateau, je me suis dit, je ne vais pas faire des petits commentaires sur chacun d'entre vous, mais en fait, c'était simplement pour aussi tester ce que ça peut faire en termes de ressenti. Ça peut être des phrases comme « c'est pas mal ce que tu fais en IA pour ton âge ». Donc ça, c'est aussi un début de discrimination vis-à-vis des seniors. Je ne regarde pas... Non, si tu me regardes. Non, c'est parce que tu es mon interlocuteur du moment, donc je me sens obligée de porter le regard sur toi. Typiquement, ça peut être « tu interprètes tout de travers ». La petite phrase où on a l'impression, finalement, on arrive à douter de soi-même. On ne peut rien te dire, tu prends tout mal. Et ça, c'est des petites choses où on remet en cause finalement la capacité humoristique à rigoler. Ça donne l'impression qu'on n'est pas quelqu'un de très très joyeux. Tu n'as pas besoin d'assister à la réunion, on gagnera du temps. Donc là, c'est des petites remises en question aussi sur la capacité à être présent. Et ce n'est pas des insultes spectaculaires, en fait. Non, mais c'est le serpent dont... Oui. C'est ça, c'est des petites choses, mais qui, dans la répétition, amènent finalement à se sentir exclu aussi d'un groupe, alors que l'entreprise, c'est aussi pouvoir faire société. Et ne serait-ce que même le fait d'appeler une entreprise société, c'est ça qui est intéressant. Et Nietzsche nous avertissait déjà, ce qui brise, ce ne sont pas les grands coups, mais les petites morsures répétées. Et alors avec cette notion de morsure, si on revient à l'étymologie même de harcèlement, c'est la herse, et ça vient aussi des dents, et des dents du loup. Donc c'est aussi ces griffures, ces petites morsures qu'on fait au quotidien. Donc c'est toujours intéressant de revenir à cette étymologie, parce que je trouve que, ne serait-ce que dans la signification du mot, on comprend tout de suite le geste et l'impact que ça va avoir, et cette notion aussi cette notion de durée. Donc c'est la petite goutte d'eau, c'est pas la grosse bombe, et c'est pas le volcan, c'est plutôt l'érosion, petit à petit, quotidiennement. Et ce n'est pas non plus un malentendu, parce que parfois on dit « Ah mais non, mais c'était un malentendu, ah mais non, mais c'était une blague ». Non, c'est une mécanique qui s'installe et qui est totalement imprévisible, et en tant que salarié, on ne s'en rend pas forcément compte. Et Simone Veil disait « L'oppression n'a pas besoin de violence visible pour exister, il suffit qu'elle se répète ». Donc la philosophie avait déjà perçu ça entre Nietzsche et Simone Veil. On est totalement dans cette résonance que vous racontiez, à la fois sur cette répétition et cette petite morsure, morsure qui arrive au quotidien. Et le langage, c'est pas anodin. Le langage, finalement, c'est déjà un acte. C'est pas uniquement, notamment quand je parlais des mots, c'est pas uniquement des signes, ce sont des actes. Dire, c'est faire. Et quand on dit « Ah, il faut utiliser le mot juste », le mot juste, c'est à la fois la justesse du mot, donc sa précision, mais aussi la justice. Et quand on utilise le mot juste, il faut aussi être juste avec cette notion de justice dans son utilisation. Donc tout est dans le vocabulaire. Et quand on dit, par exemple, tu n'es pas à la hauteur, c'est pas une opinion, c'est déjà une condamnation. Quand on dit tu es inutile, c'est pas une description, c'est une assignation. Et les mots façonnent notre identité. Et c'est comme ça que plus vous avez ressenti ces mots-là, plus ça a façonné votre identité comme étant finalement pas en mesure de satisfaire votre employeur. D'où ce sentiment aussi d'isolement. Et ces mots collent à la peau et ils finissent par finalement fabriquer des gens qui doutent. Alors c'est pas le doute cartésien qui est constructif parce que c'est important de savoir douter. Là c'est le doute en soi et c'est aussi la perte de confiance. La perte de confiance vis-à-vis des collaborateurs qui sont censés être finalement dans le même bateau
et vis-à-vis de son employeur qui est censé aussi, qui est censé vous apporter protection. Je pense que le DRH me dira pas l'inverse. D'accord. Mais Delphine, juste une question. Oui. Parce que, en fait, là, ce que tu es en train de décrire, c'est comme certains propos sexistes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire, et il y a des choses qu'il faudrait arriver à ne plus dire. Ça en fait partie. Et parfois, c'est évolutif, parce qu'en fait, la société va accepter plus ou moins bien certains mots. Il y a des choses qu'on laissait passer précédemment, qui étaient finalement presque entendables, où on n'avait pas forcément pris la mesure, où personne n'avait réagi pour mettre l'accent sur le fait que ce n'était pas possible d'entendre certains mots. Mais en fait, il faut aussi vivre l'évolution des mots avec l'évolution de la société. Et donc, il y a des choses qu'on laissait passer par le passé, qu'on ne peut plus laisser passer aujourd'hui. Parce que finalement, le pouvoir, ce n'est pas uniquement le patron qui crie. Le pouvoir, il est partout et il circule dans les gestes, dans les silences, les sous-entendus. On avait une petite discussion tout à l'heure avant de venir, on s'est retrouvés un peu en amont. Et ce qui était intéressant, c'est de se dire que même les emojis que vous mettez dans les emails peuvent avoir des significations en fonction de l'emoji et en fonction de la phrase. Typiquement, l'emoji, la petite tête jaune avec la petite goutte de sueur, je suis en stress, qu'est-ce que tu fais, où est le rapport que tu m'avais promis ce jour, tu es en retard, avec le petit smiley qui est un peu passif-agressif, c'est-à-dire qu'il donne l'impression d'être sympa parce qu'on a utilisé un petit dessin, donc on est un peu cool. Mais en même temps, la signification et la façon dont l'autre va recevoir peut être ça peut être perçu comme extrêmement agressif. Cher David, c'est quoi, de la drogue, de l'alcool? Non, mais moi j'ai entendu des choses trop graves là, donc stress, tension, fatigue. Moi j'ai trouvé mon bonheur, pour l'instant il était dans l'eau. Alors vous savez quoi, je vais vous emmener là quelques minutes. Il est fou en fait, je suis voilà, désolé. Je vais vous emmener quelques minutes, suivre une session d'Agua Sophro, voilà, que j'ai vécue, et puis écoutez, on s'en reparle après la vidéo. Ah bah avec plaisir. Merci. À tout à l'heure. Merci. Alors l'Agua Sophro, c'est tout simplement de la sophrologie dans l'eau. C'est exactement les mêmes protocoles qu'en cabinet qu'on va pouvoir faire dans l'eau. Et alors, comment vous est venue cette idée de pratiquer la sophrologie dans l'eau? Alors, il faut savoir que la méthode Agua Sophro, c'est une méthode qui a été créée par Véronique Sophie Rio, qui est maître nageuse et sophrologue caïcédienne. Donc, elle a créé la méthode Agua Sophro. J'en ai entendu parler par une amie sophrologue. Il faut être sophrologue pour être formé à la méthode. Et comme j'adore l'eau, je me suis formée dès que j'ai pu. Dans la séance qu'on vient de voir, les participants se laissent porter, ils sont guidés par votre voix. Ici, pas de performance, juste l'envie de se reconnecter à soi en apesanteur, une bulle de calme entre deux respirations. Caroline, pour ceux et celles qui nous regardent, pouvez-vous nous dire à quoi ressemble concrètement une séance d'Agua Sophro? Alors, une séance d'Agua Sophro, concrètement, j'accueille les participants sur le bord du bassin. Je leur explique le déroulé de la séance, je leur montre les mouvements et ensuite je descends dans l'eau avec eux pour faire la séance avec eux. La séance se déroule en 3 parties. On va avoir une première partie debout où on va travailler des mouvements respiratoires, des mouvements corporels plus ou moins doux. Deuxième partie où on va être allongé sur les gros nénuphars en flottaison complète. Et la troisième partie, on va se retrouver autour d'une infusion pour verbaliser les ressentis. Donc dans la séance, je suis dans l'eau avec les participants, ça se passe en silence, les yeux fermés. Je vais guider avec ma voix tout le long de la séance. Je vais passer aussi une petite enceinte avec de la musique que je vais faire circuler pour que les participants perdent un petit peu toute la notion de temps, de lieu, d'espace. Je vais également faire des petits massages d'eau. Vous allez faire
du dos. Vous inclinez la tête en arrière en remontant bien haut les deux genoux. Je glisse la frite et une fois que la frite est glissée, vous relâchez. Je me relaxe. Alors on parlait de mouvement dans l'eau, on parlait d'apesanteur, on n'a pas les pieds qui touchent le sol, voilà. Est-ce qu'il faut, pour pratiquer cette séance d'Agua-Sofro, être de bons nageurs, être à l'aise? Alors, on n'a pas besoin de savoir nager, la personne reste debout et elle a pied, je suis dans l'eau aussi avec eux. Pas besoin non plus d'être à l'aise forcément, alors c'est conseillé, effectivement les personnes qui viennent ont déjà une certaine appétence avec l'eau, mais j'ai reçu des fois des personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec l'eau et qui ont quand même réussi malgré tout à lâcher prise, qui ont été surprises de pouvoir se détendre. D'ailleurs, il y a même des séances qui existent, qui sont spéciales pour la phobie de l'eau. Très bien. Et alors, quel type d'exercices sont proposés pendant cette séance? Alors, les types d'exercices sont vraiment les types d'exercices qu'on propose en cabinet. Ça va être des exercices de respiration, des mouvements corporels qu'on appelle des relaxations dynamiques, qui peuvent être plus ou moins doux, plus ou moins rapides, et de la visualisation, l'imagerie mentale. Chaque séance en fait va avoir un thème, donc on va partir sur ce thème et les mouvements, les visualisations seront adaptés au thème de la séance. Quels sont les bienfaits principaux que procure l'Agua-Sofro? Alors les bienfaits principaux, c'est déjà une sensation de détente corporelle, physique, mentale beaucoup plus intense grâce à l'eau chaude. On va travailler donc sur le stress, les problèmes de sommeil, on va apprendre à se détendre, à se ressourcer, à relâcher les tensions, à remettre un peu d'équilibre. Et ça s'adresse à un public bien précis? Ça s'adresse à tout le monde dans n'importe quel domaine, que ce soit des enfants, voilà, il suffit juste d'avoir pied en fait. Ça peut être aussi des personnes âgées, ça peut être des personnes qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes de douleurs chroniques, des personnes qui ont besoin aussi de préparer un examen, un accouchement. C'est vraiment c'est ouvert à tout public. Dans la séance que j'ai pratiquée, il y avait des seniors. Qu'est-ce que ça leur procure aux seniors? Alors pour les seniors, j'ai envie de dire qu'ils adorent vraiment cette pratique parce que ça leur permet d'avoir cette sensation de légèreté, de liberté de mouvement qu'ils ont pu à l'extérieur, vraiment un réel lâcher-prise, une reconnexion au corps. C'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié par les seniors. Et vous nous conseillez de combien de séances pour commencer à en ressentir les effets? Alors déjà, dès la première séance, vous allez ressentir la détente, les effets bénéfiques et le calme. Mais c'est comme toutes les pratiques, plus vous allez en faire et plus vous allez ressentir les bienfaits. Prenez ce temps pour vous, offrez-vous cette bulle de bien-être, ce moment un petit peu hors du temps où on perd complètement la notion de temps, de lieu, d'espace. C'est un moment ressourçant qui remet un peu d'harmonie. Alors, offrez-vous ce temps, mais on pourrait aussi dire offrez-le à ceux que vous aimez. Exactement. C'est aussi des choses qu'on fait, les anniversaires, la fête des mères, la fête des pères aussi, parce qu'il y a aussi des hommes bien sûr qui viennent, pour le Noël, pour voilà, tous les événements, les enterrements de jeunes filles aussi, on peut privatiser des séances pour venir entre copines, entre copains et en famille. Merci beaucoup Caroline. Merci David. Alors, convaincu par l'Agua-Sofro? J'ai très envie d'essayer, oui. Bon, c'était génial. Personnellement, petite confidence, je me suis même endormi. Ah bah voilà, donc c'est voilà. ce que... Voilà. Ouais. C'était un vrai bonheur, mais en tout cas, à la fin, j'étais détendu. C'était et donc là, bon, on n'en parle pas, mais j'étais dans l'eau avec chaufferette, donc j'étais complètement
en apesanteur, je sentais plus les membres. Et on avait des petites chaufferettes parce que le corps se refroidit, l'eau est toujours chaude, mais le corps se refroidit. Et donc, c'était très agréable. Donc, tu as dormi, on est d'accord? Mais bien sûr. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que tu te réveilles, David. Donc, je les adore tous. Vraiment. En tout cas, merci, vraiment, super proposition. J'espère que vous serez nombreux à y aller. Merci à vous tous. Merci, Natacha. Avec plaisir. Pour votre témoignage. On pourrait faire 10 heures, hein, mais malheureusement, on ne peut pas. Je rappelle votre livre. Hein. Et juste une petite question. Vous restez quand même un peu naïve. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Oui, un tout petit important. peu. Itinéraire d'une ex-naïve, sans modération, à lire vraiment. Et Delphine, merci beaucoup. Tu as un livre aussi. Je voudrais que tu redonnes le nom. Les bons mots du travail, qui analyse le vocabulaire qui est utilisé dans l'entreprise avec une analyse à la fois étymologique, philosophique et les contresens qu'on peut faire dans l'entreprise avec les jolis mots qui nous sont offerts. Exactement. Voilà. Et c'est intéressant, vu ce que tu nous as dit tout à l'heure sur le harcèlement, on voit que les étymologies sont intéressantes et que vraiment, ça donne tout son sens. Tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine autour d'invités de nouveau et de nos chroniqueurs pour parler des aidants. Vaste sujet. Merci à vous. Belle soirée. À bientôt. Bye bye.